Cet épisode est sponsorisé par Audible. Pour plus d'informations, rendez-vous en fin de vidéo ou sur audible.fr/dirtybiology. Bon visionnage. Alexandre Ier, roi des Hellènes, a eu une vie étrange. Après que son père et son grand frère ont été poussés à l'exil par le parti le plus imprononçable du monde, il monte sur le trône en tant que roi de Grèce. Il a alors 23 ans. Un beau jour d'octobre 1920, il se promène sur les terres de son domaine avec son chien quand un macaque de barbarie attaque le berger allemand. Le souverain tente de séparer les deux animaux, mais un autre singe le mord dans sa royale jambe et son royal estomac. La plaie est royalement profonde mais mal soignée et Alexandre développe une infection qui dégénère en septicémie. Hélas, Alexander Fleming ne découvrira la pénicilline que 8 ans plus tard et Alexandre meurt donc après quelques jours de son infection. Un monarque tué par un singe. Alexandre Ier, roi des Hellènes, a eu de son vivant un impact relativement modéré sur l'histoire grecque, mais ce n'est pas le cas de sa mort. Des histoires compliquées et un poil ennuyeuses de succession ont entraîné un véritable merdier politique qui s'est transformé en bordel monumental lorsque les Turcs ont profité de la fragilité de l'État grec pour conquérir de nombreux territoires, commettre un génocide et expulser les chrétiens d'Asie mineure, dans un fracas plus tard désigné sous le poétique terme de grande catastrophe, à la suite de quoi Winston Churchill écrira dans ses mémoires que ce n'est pas une exagération de remarquer qu'un quart de million de personnes sont mortes à cause de cette morsure de singe. Le singe, lui, a probablement eu une belle vie, à mordre la vie à pleines dents, lol, pendant que la Grèce était en train de brûler. Le facétieux animal. Prenons un autre exemple. Un siècle plus tard, au même endroit, un touriste qui visite Athènes commande un brunch végé sans gluten avec une grosse tartine d'avocat des familles. Après avoir fait la photo obligatoire pour montrer l'étendue de son originalité culinaire au monde entier, ce touriste savoure le fruit de l'avocatier, un fruit qui ne devrait pas exister. Les plantes adoptent différentes stratégies pour disséminer leurs graines. Certaines utilisent le vent, d'autres l'eau, et d'autres encore comptent sur les animaux. Les petites graines peuvent voler loin, mais l'embryon embarque moins de ressources, donc a moins de chances de survie. Les avocats, en revanche, visent plutôt la qualité que la quantité. Pour déplacer tout ça, l'évolution a emballé la grosse graine de trucs bons à manger pour des gros herbivores avec un tube digestif d'un diamètre solide. Imaginez un animal capable d'assumer l'entrée et la sortie d'une graine d'avocat. Ça impose le respect. Les paresseux terrestres étaient capables d'une telle prouesse intestinale avec d'autres membres de la mégafaune qui ont aujourd'hui disparu, comme le gonfotère. Sérieusement, regardez-moi cette bouille, les petits pas mignons. Ils ont moyennement bien vécu le réchauffement du climat à la fin de l'ère glaciaire, et l'arrivée de primates bruyants avec des bâtons pointus n'a pas trop aidé non plus, laissant l'avocat seul, sans son binôme de toujours, pour déplacer ses enfants vers des sols fertiles. Sniff. Donc, comment en est-on arrivé aux tartines véganes sur Instagram ? La réponse est les primates bruyants avec des bâtons pointus. Les premiers Américains, ceux qui sont arrivés par le détroit de Bering et qui sont devenus plus tard les mecs qui ont déçu Christophe Colomb en lui expliquant qu'il s'était planté de continent. Ces gens-là ont découvert les avocatiers, et férus d'humour subtil, ils nomment le fruit avec un mot qui veut dire testicule, et plantent ces arbres pour leurs propres tartines sans gluten à eux. Pendant 10 000 ans, et jusqu'à aujourd'hui, ils assurent ainsi le rôle des paresseux disparus. Nous avons souvent une image de l'histoire comme étant une longue suite d'événements d'humains qui font des trucs à d'autres humains, mais on peut aussi la voir comme une danse avec d'autres organismes largement moins bipèdes. Parfois même des organismes pas pèdes du tout, comme ça par exemple. On sait aujourd'hui que les croisés qui allaient combattre en Terre Sainte grouillaient de vers parasitaires parce que des archéologues valeureux ont trouvé des œufs de ces nématodes dans le sol des latrines d'un fort abandonné. Un croisé sur 5 mourait de maladies liées à ces bestioles. L'histoire environnementale s'intéresse à cette relation que nous avons entretenue avec d'autres trucs vivants depuis des millénaires, à la fois comment nous les avons influencés, surtout en tuant tout et en brûlant leurs maisons et en réchauffant leur planète, mais pas que, et inversement comment eux nous ont influencés ici et là de temps en temps. Partie de la relation que nous avons tendance à oublier, égotique créature que nous sommes. De la première bulle spéculative de l'histoire, sur des tulipes, sérieusement, est-ce que vous pourriez tenter d'être moins cliché les Pays-Bas ? À la diaspora irlandaise après une famine due à la destruction de cultures de pommes de terre par un champignon, l'influence d'autres organismes sur notre trajectoire est plus importante que ce que nous voulons bien nous avouer. Les moustiques, par exemple. Nous avons souvent l'image de cet insecte comme étant juste une nuisance sonore, un concert nocturne non désiré et 2 ou 3 gratouillis le lendemain. Non. Cette saloperie aurait tué la moitié des humains ayant vécu sur Terre depuis l'émergence de notre espèce. Bon, c'est une estimation très haute, mais le paludisme est présent dans toute la bande tropicale où vit près de la moitié de l'humanité et entre 300 000 et 1 million de personnes en meurent encore aujourd'hui. Les maladies des moustiques ont eu un impact sur la traite des esclaves, la guerre de sécession, les croisades, et les maladies qu'ils transmettent ont laissé des traces dans le génome de nombreuses populations humaines. Les pathogènes, plus que tous les autres organismes, ont eu un impact sur notre histoire. L'issue de certaines guerres s'est jouée sur des épidémies inopinées. L'invasion de la Russie par Napoléon était difficile à cause de la météo moyennement hospitalière et des goûts musicaux désastreux de la population locale.
mais également à cause de maladies transmises par les poux comme le typhus. Des restes de soldats de l'armée en retraite ont pu être analysés récemment, plus de 30% d'entre eux étaient sauvagement infectés. Différentes épidémies de peste au cours de l'histoire furent autant d'électrochocs sociaux, et la plus célèbre a renversé l'ordre socio-économique de l'Europe en tuant 30 à 50% de la population. Plus trop de compétition pour le CV quand on est le seul survivant. Alors, il est moins flexibilisé là le marché du travail. Elle va pas marcher toute seule ta start-up s'il y a personne derrière la charrue. Bon, si vous voulez plus de détails sur cette épidémie, je vous conseille la vidéo de Nota Bene qui sort en même temps, le lien est dans la description. Ce qu'il faut retenir, c'est que des pans entiers de nos accomplissements et de nos conquêtes n'ont rien à voir avec nos efforts en tant qu'espèce. La colonisation des natifs américains par les Européens est le meilleur exemple. Ce n'est pas l'avantage technologique des deuxièmes sur les premiers qui explique leur succès à s'emparer d'un continent qui était déjà plein de cultures très riches, très militaires et très en colère. Lâche ce cœur maintenant, tu vois bien que tu l'as tout cassé, voyons. Non, ce sont les maladies qu'ils portaient sur eux sans s'en rendre compte qui ont fait le boulot à leur place. Dans le siècle qui suivit le premier contact, on estime qu'entre 80 et 95% des natifs moururent de la variole et de la rougeole. 90% d'une population estimée entre 50 et 100 millions de personnes qui disparaît en 4 générations. Entre le moment où Christophe Colomb est rentré chez lui et celui où John Smith a rencontré Pocahontas, le continent était devenu un gigantesque cimetière. Autant dire que sans ces maladies, on n'aurait jamais eu tout ça, ni même ça, et c'est assez difficile de se représenter à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui. Les 10 pathogènes nous viennent tout droit de millénaires de domestication animale, et 180 maladies nous ont été offertes avec la révolution néolithique. Et dans le tas, les maladies que les systèmes immunitaires des natifs américains n'étaient pas préparés à combattre. Là où c'est plus intéressant, c'est que nous leur avons aussi donné des maladies à ces animaux domestiques. Le ténia est un truc de primate que l'on se traîne depuis des millions d'années, et on l'a offert au bétail il y a quelques 10 000 ans. Cadeau. Non, vraiment, ça me fait plaisir. Vraiment, c'est... Nous avons tout un cortège silencieux mais bien présent d'autres espèces qui nous suivent sans faire de bruit. Les escargots auraient suivi les premiers colons de l'Irlande il y a 8000 ans, les Austronésiens ne se déplaçaient pas sans des noix de coco, les premiers natifs américains sans leurs gourdes, et l'herpès nous suit depuis si longtemps que l'on peut retracer la sortie d'Afrique des humains juste en étudiant les gènes de ce virus. Ça marche aussi pour la bactérie responsable des ulcères d'estomac, ou le papillomavirus, et tout un tas d'autres trucs plus ou moins photogéniques qui sont pourtant encore bien présents. Aujourd'hui, là, sur vos visages. C'est vrai que nous avons aujourd'hui plus de pouvoir sur cette communauté biologique. On a des vaccins, on fait disparaître des virus de la surface de la planète, on tue des trucs et on crée des machins. On sait mieux modifier les espèces pour qu'elles fassent ce qu'on attend d'elles. Mais si les relations ont changé de visage, elles n'ont pas disparu pour autant. À moins de stériliser complètement la planète sous une chape de béton de 2 km d'épaisseur, nous entretiendrons toujours des connexions avec ce zoo discret qui nous entoure. Il ne s'agit pas de voir l'histoire comme étant le résultat d'un déterminisme biologique, ce qui n'a aucun sens, même si ça me ferait beaucoup plaisir parce que ça voudrait dire que j'ai pas fait toutes ces études pour rien, mais juste de réintégrer leur place dans un récit où on les oublie trop souvent. Il y a certes de grandes personnes et des grandes actions collectives qui font de grandes choses, mais tout ce petit monde mange des trucs et tombe malade à cause d'autres trucs, ou se fait attaquer par des singes. Évidemment, l'histoire de la famine irlandaise est aussi, et peut-être surtout, un récit d'une très mauvaise gestion agricole, d'une oppression anglaise, d'un mépris de classe. Mais c'est aussi celle d'un champignon qui a buté des patates clonées sans aucune diversité génétique. Une invasion biologique surprise qui tombe mal. Oublier l'existence de ce réseau invisible est dangereux dans cette époque qu'on appelle l'Anthropocène. Et comme l'a dit un grand philosophe, un grand pouvoir, des grandes responsabilités, un truc comme ça. Peut-être que si notre récit historique incluait un peu plus nos relations avec ce cortège d'organismes, on y prêterait un peu plus attention dans les décisions que l'on prend. Peut-être. Pas sûr. Ça vaut le coup d'essayer. Dans la grotte Chauvet, on trouve des œuvres pariétales très nombreuses et impressionnantes. Mais l'une des traces les plus fascinantes est l'empreinte des pas d'un enfant qui a foulé ce sol il y a 26 000 ans. Un peu derrière ces empreintes, on retrouve les traces de pas d'un canidé qui semblait le suivre. Il est difficile de savoir si ces deux ont marché côte à côte ou si des centaines d'années les séparent, mais cette image est une très belle métaphore de milliers d'années de notre histoire. Une histoire où nous n'avons jamais été seuls. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Comme d'hab, je tente des trucs sur le format, le montage, la narration, tout ça, et j'espère que vous avez apprécié. Cette vidéo a été sponsorisée par Audible, un service d'abonnement qui propose des livres audio. Dans tous les épisodes, il y a à chaque fois des sources dans la description, et en général, dans ces sources, je liste des bouquins qui ont un rapport avec les sujets traités. Et pour cette vidéo, j'ai trouvé des livres audio, notamment un livre qui retrace l'impact des moustiques sur l'histoire humaine. Le service d'Audible est chouette si vous n'avez pas le temps de bouquiner, ou juste la flemme, ou que vous avez beaucoup de transport, et je vous ai fait une petite sélection de bons livres de vulgarisation sur la page audible.fr/dirtybiology.
On y retrouve notamment du bon Dawkins, ou un bouquin sur l'histoire de la route de la soie, ce qui est d'ailleurs pertinent avec le sujet d'aujourd'hui parce que c'est par cet axe qu'est venue la peste noire, mais bref, je diverge, et tout plein d'autres trucs fort coolos que vous pouvez tester pendant 2 mois, qui sont gratuits. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et on se retrouve très bientôt parce que je reprends la série de K50. Allez, salut!